Bienvenue à cette 10e et dernière séance du séminaire consacré à l'extra musical, et nous allons terminer en beauté parce que nous avons le plaisir d'accueillir le compositeur Régis Campo qui va me rejoindre tout à l'heure pour la deuxième partie. Dans un premier temps, je vais vous dire quelques mots sur son univers artistique et son parcours qui sont indispensables pour comprendre la suite. Et après, nous allons passer à la partie table ronde, si vous voulez, à l'entretien avec Régis Campo, et vous aurez évidemment l'occasion de poser des questions à ce moment-là, comme d'habitude. Alors, dans le parcours de Régis Campo, je vais tout de suite me risquer à émettre une hypothèse. Dès le début de son parcours, on peut dire qu'il était confronté à des questions de style et d'esthétique. Donc, où est-ce que je me positionne en tant que compositeur par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, par rapport à ce qui est possible aujourd'hui, mais aussi par rapport au passé. Donc, vous allez me dire que ça vaut pour tout compositeur, pour toute compositrice qui commence sa formation et qui est obligé de se positionner par rapport à l'histoire, etc. Mais j'ai quand même l'impression que dans le cas de Régis Campo, c'est une question particulièrement virulente qui en plus revient régulièrement dans les conversations qu'on peut avoir avec lui. Cet enjeu esthétique et stylistique, où est-ce que je me positionne par rapport à mes confrères et consoeurs et par rapport à l'histoire. Il est né à Marseille et il commence son parcours au Conservatoire de Marseille, où il étudie d'abord dans la classe de Georges Boeuf, qui était un compositeur et surtout un éminent pédagogue dont l'enseignement était particulièrement ouvert. Donc il parlait de préférence de musique contemporaine. Et dans le domaine de la musique contemporaine, il présentait un peu tout ce qui existait à l'époque. À l'époque, là je parle de la fin des années 80, donc lors des séances avec ses élèves, il présentait les choses les plus tonales et les plus néoclassiques qui soient, mais aussi des propositions très avant-gardistes, très expérimentales. Donc il n'avait pas vraiment de borne, de prédilection. Il avait envie de faire passer une sorte de culture générale de la musique contemporaine à ses élèves qui soit le plus ouverte et le plus complète possible. En même temps, Régis Campo prenait des cours avec un autre compositeur, Jacques Charpentier, à Nice, et là, ça se présentait d'une manière un peu différente. Lui aussi, il parlait de musique contemporaine, de Yannick Xenakis par exemple, que nous avons déjà évoqué dans le cadre de ce séminaire. Mais il avait aussi une prédilection plus classique, et notamment, il parlait notamment de musique classique plus proprement française, donc des compositeurs comme François-Joseph Gossec par exemple. Et ça, c'était un cadre un peu trop étriqué, en tout cas trop étriqué pour le jeune compositeur qui était Régis Campo à l'époque. Donc il finit cette première partie de sa formation et après il monte à Paris, il intègre une classe de composition au CNSM de Paris, au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et c'est d'abord la classe d'Alain Bancard. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est un compositeur qui était assez important dans son domaine à un moment donné, qui était connu pour écrire de la musique microtonale, donc avec des intervalles plus petits qu'un demi-ton, on va dire pour faire simple. Et c'est exactement de cette manière-là qu'il enseignait aussi. Donc a priori, tous les élèves de sa classe étaient obligés plus ou moins de passer par ce type d'écriture. C'était une approche esthétique assez stricte, très avant-gardiste. Donc là, encore une fois, Régis Campo était confronté à une sorte d'idée préconçue. Qu'est-ce que c'est que l'avant-garde? Parce qu'Alain Bancard avait des idées assez précises et n'était pas particulièrement ouvert à des propositions qui, selon lui, n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il entendait par l'avant-garde. Donc, Régis Campo fait une année dans sa classe. Il n'est pas vraiment très à l'aise et après il change de professeur, il intègre la classe de Gérard Griset, que vous connaissez parce que c'est un compositeur dont nous avons également parlé ici. C'est un des représentants principaux de ce qu'on appelle la musique spectrale. C'était un élève d'Olivier Messiaen.
Donc pour vous rafraîchir un peu la mémoire, la musique spectrale, vous vous en souvenez, ce sont des compositeurs qui travaillent avec la série harmonique et qui essayent de reconstituer le spectre sonore avec les moyens de l'orchestre et après surtout de le modifier lentement en lançant des processus et on part d'un accord principal, une sorte d'accord principal au début qui par la suite est soumis à un certain nombre de modifications, de modulations, etc. Donc c'est une musique qui fonctionne avec des processus et ces processus sont très lents. Donc on ne se rend pas toujours compte du moment où l'état change, donc c'est quelque chose un peu magique presque. Et justement, comme ces compositeurs s'intéressent quand même essentiellement à l'harmonie et au timbre et même à cette ambiguïté, où est-ce que l'accord et l'harmonie commencent et où est-ce que la couleur et le timbre commencent à se mélanger à ce concept. Gérard Griset, dans son enseignement, ne parlait pas beaucoup de mélodie, parce que, comme je viens de le dire, les compositeurs spectraux s'intéressaient essentiellement à cette ambiguïté entre l'harmonie et le timbre, alors que pour Régis Campo, la mélodie est quelque chose de très important. On en reparlera par la suite, sûrement. C'est pas un des compositeurs du XXe et du XXIe siècle qui néglige la mélodie. Il y en a d'autres. Mais pour lui, c'est vraiment un élément fondamental dans sa technique. En même temps, donc, à ce moment-là, il est au Conservatoire de Paris, entre Alain Bancard et Gérard Griset, et en même temps, il commence à fréquenter Vladimir Cosma, qui, lui, est connu essentiellement pour ses musiques de film. Donc, un univers complètement différent, une esthétique complètement différente. Et il a aussi la chance de pouvoir fréquenter le compositeur Henri Dutilleux, qui, lui, est un cas à part aussi. C'est un compositeur qui était très important pour plusieurs générations de compositeurs et compositrices après lui, mais qui lui-même se tenait un peu en marge des systèmes, je dirais. C'était pas un compositeur sériel. Donc, par système, j'entends essentiellement le sérialisme intégral, qui était quand même le style... l'esthétique principale des années 50, enfin des années 40, années 50. Donc c'est un compositeur qui n'évoluait pas en fonction de cette avant-garde prépondérante, qui s'intéressait beaucoup à la musique en matière sonore. Donc Dutilleux, il est connu pour ses orchestrations, notamment pour la manière dont il orchestrait sa propre musique. Et dans ces orchestrations, il allait bien au-delà des conventions de l'époque, comment on écrivait pour orchestre. Alors ça, c'est une autre rencontre vraiment cruciale pour Régis Campo, qui était un peu à cheval donc, entre Alain Bancard et Gérard Griset d'un côté, Vladimir Cosma de l'autre, et au milieu, quelque part, Henri Dutilleux, qui avait une approche plus individuelle, lui aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'en fait, il voulait être ni l'un ni l'autre. Il ne voulait pas être ni complètement léger, ni complètement avant-gardiste. Et ce mélange, cette ouverture, qui, dans le cas de Régis Campo, est presque psychologique, je dirais, est un élément qui s'observe toujours, aujourd'hui, dans sa musique. Donc, je vais tout de suite vous donner quelques exemples pour évoquer un peu cette richesse et cette hybridité aussi de sa musique. Bon, évidemment, ce n'est pas un compositeur spectral, mais il y a quand même des éléments de musique spectrale dans sa musique. Il a écrit, par exemple, une pièce pour orgue qui s'appelle Les Spectres harmoniques, donc là c'est particulièrement évident. Il a une autre œuvre qui s'appelle Licht, en allemand, lumière, Licht, un hommage à Gérard Griset, donc là le lien avec son professeur et l'école spectrale est assez évident aussi, en tout cas dans le titre. Et après, il y a une œuvre qui s'appelle Pop Art, de 2002, qui fait partie des tubes du compositeur, je dirais. C'est une œuvre qui a été jouée, je ne sais plus combien de fois, mais des dizaines, des centaines de fois. Donc Pop Art,
vous voyez la couverture du disque. Bon, pop art, ça fait évidemment référence au pop art, donc du domaine de la peinture et des beaux-arts. Mais ce qui est intéressant, un jour, un critique a fait un lien entre cette pièce et la notion de camp. Je crois que ça, on en a déjà parlé aussi. Le camp, c'est une forme de kitsch, mais un kitsch revendiqué, un peu dans le but de provoquer, de stimuler une réflexion, d'ironiser aussi, de regarder les choses sous plusieurs angles, de ne pas les prendre tout à fait au sérieux. Mais ce qui est intéressant dans la notion de camp, c'est aussi dans le but de construire une identité. Donc justement, c'est pas comme le kitsch qui reste superficiel et qui finalement ne veut rien dire. Le camp se sert peut-être des mêmes éléments, mais dans le but de construire une identité alternative. Donc c'est une esthétique, une forme d'esthétique qui concerne souvent des groupes minoritaires de la société. Ça peut être associé au mouvement punk, par exemple. Ça, c'est une question qu'on va poser à Régis Campo tout à l'heure, s'il se considère comme un compositeur punk. Je crois que c'est une question qui s'impose un peu. Pour la petite anecdote, la première personne qui a théorisé un peu cette notion du camp, c'est la journaliste américaine Susan Sontag, qui a écrit un premier manifeste de camp. Elle est plus de ce monde, malheureusement, mais sa compagne, la compagne de Susan Sontag, la photographe Annie Leibovitz, est aujourd'hui une des consoeurs et confrères de Régis Campo à l'Académie des Beaux-Arts, en tant que membre étranger. Donc, je vais vous faire écouter un extrait de pop art où on entend particulièrement bien ce côté spectral. Donc, c'est un petit ensemble, c'est pas tout un orchestre, mais vous avez des accords qui se construisent au fur et à mesure et qui reviennent régulièrement, mais pas toujours de la même manière. Il y a ce processus, cette idée de modification, de morphing. On passe d'un état, c'est pas de la musique spectrale pure et dure, il y a même un aspect un peu irrévérencieux. C'est plutôt un clin d'œil, donc une musique qui évoque une autre musique. Mais tout ça réalisé avec des techniques et des modes de jeu extrêmement sophistiqués, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de timbres différents. Et ces clins d'œil, ces espèces de clins d'œil à la musique spectrale, on les a aussi dans d'autres pièces. Je ne vais pas vous donner toute la liste, mais c'est quelque chose qu'on voit aussi dans son premier quatuor à cordes, par exemple, qui s'appelle Les Heures Maléfiques, et où le compositeur lui-même parle de fondu enchaîné. Donc on passe d'un état à l'autre, mais d'une manière presque imperceptible. On change de situation au fur et à mesure. C'est pas une musique, on peut pas vraiment tailler dedans. Donc il y a une sorte de flux continu, comme dans la musique spectrale. Donc il y a des éléments comme ça dans la musique de Régis Campo. Il y a aussi des pièces qui utilisent des éléments de la musique minimaliste, où on pense peut-être à des compositeurs comme Steve Reich ou Philip Glass, donc des structures un peu répétitives, qui fonctionnent aussi selon un certain nombre de processus. Par exemple, dans la pièce d'orchestre The Wonder of Life, le miracle de la vie de 2021, qu'il a composé après avoir eu le Grand Prix lycéen des compositeurs. Ça aussi, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle tout à l'heure. Et cette pièce, en gros, c'est une transformation d'un choral de Bach qui sert de squelette, de structure principale, et qui engendre un certain nombre de situations qui sont présentées sous forme de structure minimalistes, entre guillemets, un peu répétitifs, mais qui, au fur et à mesure, deviennent autre chose. Parfois, il s'inspire aussi de compositeurs comme Ennio Morricone. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de Vladimir Cosma. Ennio Morricone, c'est un autre compositeur particulièrement connu pour sa musique de film, qui a beaucoup influencé, qui a beaucoup compté pour Régis Campo à un moment donné. Et ça aussi, c'est un très bon exemple pour cette hybridité entre musique légère, entre guillemets, et musique sérieuse, parce que Ennio Morricone est connu pour ses musiques de film et était très proche
du milieu de la musique contemporaine de son époque. Donc il fréquentait les compositeurs dits sérieux, tout en écrivant la musique qu'il écrivait. Dans d'autres pièces, Régis Campo s'inspire même de musiciens comme Björk, que vous connaissez peut-être. C'est une musicienne islandaise un peu inclassable entre pop, jazz, musique classique, musique contemporaine. Donc encore un cas d'un artiste, un musicien qui s'affranchit des règles et des idées préconçues concernant l'esthétique de sa musique. Ce qu'on voit aussi assez souvent, et ça va être important aussi pour l'entretien tout à l'heure, c'est l'utilisation d'instruments assez inhabituels. Et là, je vais vous faire écouter un autre extrait d'une pièce qui s'appelle Dance Floor with Pulsing, et c'est un concerto pour orchestre et thérémine. Donc le thérémine que vous allez voir, c'est la soliste, et l'instrument est là, c'est un instrument électroacoustique en gros. La manière dont on joue cet instrument a un côté extrêmement théâtral. On voit très bien les gestes sont même nécessaires pour produire un certain nombre de sons. Là aussi, on voit des éléments un peu répétitifs, un peu minimalistes, mais qui sont combinés avec d'autres qui ne le sont pas du tout. Donc il y a une sorte de superposition de plusieurs strates qui n'évoluent pas de la même manière. Donc voilà un exemple pour l'utilisation d'instruments plutôt inhabituels. Et dans d'autres pièces... Comment cet instrument ? C'est un thérémine. Oui, mais il fonctionne comment ? Ça, on va poser la question au compositeur tout à l'heure, mais ça fonctionne un peu comme les ondes Martenot aussi. C'est le même type d'instrument. Il y a une partie qu'on voit pas très bien, qui est jouée sur l'instrument avec la main, et puis il y a une sorte de antenne qui capte les mouvements des interprètes et qui après produisent du son. Mais c'est un instrument électroacoustique, donc il y a une partie électro. Donc ça c'est particulièrement spectaculaire, mais dans d'autres pièces on a d'autres instruments plutôt exogènes, surtout toute une ribambelle d'instruments à percussion, même des objets qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'instruments, notamment un qu'il aime particulièrement, les chicken toys. C'est une espèce de jouet en caoutchouc sous forme de poulet par exemple, ou d'ours ou de porcelet, donc des petits jouets pour enfants, mais qui émettent des sons. Donc, si vous les écrasez par exemple, ça fait coink ou quelque chose comme ça. Et il a intégré ce type de sonorité qui a priori ne viennent pas du domaine de la musique, mais d'autres domaines. Donc c'est là que ça devient intéressant pour notre séminaire. Il a intégré ce genre d'éléments à sa musique. Et c'est peut-être à cause de cette richesse et de cette hybridité de sa musique qu'en 2014, Libération, donc le journal, a publié une interview avec lui et ont titré Régis Campo, Bad Boy du contemporain. Donc justement un compositeur qui est un peu inclassable, et il y a des gens à qui ça plaît, il y a d'autres gens à qui ça plaît pas, notamment d'autres compositeurs. Ça peut être problématique si on a l'impression de ne pas pouvoir mettre un artiste dans un tiroir. Ça, c'est quelque chose qu'on observe pas seulement en France, ça existe en Allemagne, ça existe aux États-Unis, ça existe en Angleterre. Aux États-Unis peut-être un peu moins. Donc Régis Campo, on le met assez souvent dans le tiroir musique ludique, la joie de vivre, ce genre de mots-clés, ce qui n'est pas complètement faux en même temps, mais ça ne s'arrête pas là. Donc c'est ça ce qu'il faut pas oublier.
Donc il a travaillé quand même avec les plus grands interprètes, dont notamment Kent Nagano, chef d'orchestre que vous connaissez sûrement, qui lui a commandé plusieurs pièces, ou encore Felicity Lott, grande chanteuse, qui elle aussi a créé une pièce de Régis Campo. Il était lauréat de la Villa Médicis entre 1999 et 2001, donc une des plus hautes distinctions, une des résidences d'artistes les plus intéressantes, les plus prestigieuses qu'on puisse avoir. Et depuis 2017, il est membre de l'Académie des Beaux-Arts. Il a été élu en 2017 au fauteuil 7 de la section composition musicale. Et ça aussi, c'est un fauteuil mythique, je dirais, parce qu'il a été occupé auparavant par Marius Constant, que vous connaissez peut-être pas, compositeur et professeur d'orchestration, je crois, au CNSM, et avant par Olivier Messiaen. Donc, excusez du peu, c'est un des fauteuils les plus mythiques, je dirais, dans cette section musicale de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, pour revenir au sujet de notre séminaire, à l'extra musical, je vais rapidement, avant de passer à l'entretien, vous parler de quelques éléments du catalogue d'œuvres de Régis Campo qui vont nous intéresser par la suite. Il a, à ce jour, écrit 3 opéras, par exemple. Un premier opéra, Les 4 jumelles, d'après une pièce de théâtre de Coppi. Est-ce que vous connaissez cet auteur dramatique? Non, ça c'est intéressant aussi. Ensuite, un deuxième opéra, Quai Ouest, d'après une pièce de théâtre de Bernard-Marie Coltès, que vous connaissez peut-être. Donc, dans les deux cas, c'est la représentation d'une certaine idée du théâtre français à des époques différentes, évidemment. Et le dernier opéra en date, La Petite Sirène, d'après le conte de fées de Hans Christian Andersen. Donc 3 opéras, et il y a aussi, je ne sais pas si on peut vraiment qualifier cette pièce d'opéra, mais il y a une autre œuvre qui s'appelle Nonsense Opera. C'est une sorte de théâtre de marionnettes qui, à l'époque, a été créé à Francfort, d'après les textes d'Edward Lear. C'est un vous connaissez? Oh là là, j'adore. Un poète, musicien et illustrateur aussi. Il dessinait anglais, qui est connu entre autres pour avoir popularisé la forme du limerick. C'est une forme poétique, une forme poétique anglais, un peu irrévérencieux aussi, assez humoristique, qui assez souvent est de l'ordre du non-sens. Donc c'est pas vraiment un opéra, mais c'est une sorte de théâtre musical pour marionnettes qu'on pourrait associer à ce groupe d'œuvres dans le catalogue de Régis Campo. En 2022, il a été lauréat du prix Swiss Life, qui s'appelle Prix Swiss Life à 4 mains, donc à 4 mains justement avec un autre artiste. Et cet autre artiste n'est pas un musicien, c'est un photographe qui s'appelle Eduard Offenbach. Et le résultat de cette collaboration entre Régis Campo et Eduard Offenbach est un livre qui s'appelle Le Bleu du ciel. Si j'ai bien compris, lors de cette collaboration, le photographe, il s'est même inspiré des partitions, il a pris des extraits pour les intégrer à ses photos ou pour en faire une œuvre finalement. Et vice-versa. Donc une vraie collaboration entre un musicien et un photographe qui a donné lieu à ce livre et qui a accompagné d'un CD et qui, je viens de l'apprendre, est épuisé malheureusement, donc on ne peut plus l'acheter, mais il aura peut-être une nouvelle édition du CD, donc de la musique en tout cas. Et dans son parcours, il y a plusieurs collaborations comme ça. En 2011, par exemple, il a travaillé avec un architecte et paysagiste qui s'appelle Nicolas Gilsoul, dans le cadre d'une exposition au Palais Chaillot, je crois, qui s'appelait Ville et Nature. Et ce paysagiste avait conçu une sorte d'installation jungle, je dirais. Il avait mis plus de 3000 plantes, je crois, sous la voûte du Palais Chaillot, et Régis Campo a composé une musique pour accompagner cette espèce d'installation.
Donc là, encore une fois, on a affaire à un domaine très différent de la musique, l'architecture, les plantes, le jardin, etc. En 2017, Régis Campo contacte pour la première fois l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet dans le cadre d'un concert à l'époque à la chapelle du Val-de-Grâce, je crois. Il faut savoir que Jean-Pierre Luminet est assez connu dans le domaine de la musique contemporaine parce qu'il était en contact justement avec Gérard Griset, donc l'ancien professeur de Régis Campo et représentant de la musique spectrale. Il existe une pièce de Griset qui s'appelle Le Noir de l'étoile pour percussion, pour ensemble de percussion, où Griset, qui date de 1989-1990, où Griset essaye de mettre en musique, de trouver une représentation musicale de ce qu'on appelle un pulsar. Les pulsars, je ne vais pas m'étaler sur les détails astrophysiques, mais les pulsars, en gros, ce sont des espèces d'étoiles qui tournent très rapidement sur elles-mêmes et qui, a priori, émettent des sons. En tout cas, on pourrait imaginer ce que ça donne comme phénomène sonore, ce mouvement dans l'espace de ces étoiles. Bon, ça, c'est la pièce de Gérard Griset. Ce qu'a fait Régis Campo, il a mis en musique un poème de Jean-Pierre Luminet, qui écrit aussi, par ailleurs, intitulé « Soleil pivotal de la galaxie ». Donc, on retrouve le même contexte astrophysique, galactique. Et c'est une pièce pour 4 voix et 4 instruments médiévaux. Donc encore une fois, on retrouve un instrumentarium, enfin un effectif très inhabituel. Vous avez des instruments comme le cornet à bouquin, par exemple, ou sac-bout, donc toutes sortes d'instruments qui existaient au Moyen-Âge, mais qui depuis ont disparu, ou qui sont joués par des experts qui s'intéressent à ce type de musique. Donc cette œuvre a été créé en 2017 à l'occasion du 350e anniversaire de l'Observatoire de Paris, d'où le contexte astrophysique. Et pour terminer, et après on va passer à l'entretien, ces instruments exogènes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on les retrouve aussi dans d'autres œuvres qui par ailleurs ont très souvent aussi d'autres références. Il y en a une qui s'appelle Zoo Circus, qui a été créée, c'est une des dernières qui a été créée en 2024. En fait, c'est une sorte de bestiaire, dans le sens médiéval du terme, donc une représentation musicale d'animaux. Donc, un certain nombre d'animaux qui sont évoqués avec les moyens de la musique. Mais il y a aussi des clins d'œil à d'autres compositeurs. Donc des citations comme cette évocation de la musique spectrale dans pop art dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a d'autres manières de faire des clins d'œil à d'autres styles personnels et à d'autres esthétiques. Donc dans Zoo Circus, on a les deux. On a à la fois ce côté un peu ludique, faussement enfantin, avec un certain nombre d'animaux, mais aussi un certain nombre de compositeurs qui passent par cette pièce ou dont on peut observer les éléments stylistiques personnels dans la musique de Régis Campo. Alors, si vous regardez l'effectif des percussions, vous tombez sur tous ces instruments dont j'ai parlé tout à l'heure, les chicken toys, les pig toys aussi, les langues de belle-mère, des sonnettes de table, des bouteilles de verre, du papier de verre, camps de brume, des sifflets de police, des moulins à musique, donc toutes sortes de jouets qui ne sont pas forcément n'ont pas été conçus pour être joués comme un instrument. Voilà, un certain nombre d'éléments du parcours et de l'esthétique de Régis Campo que je voulais évoquer